Dernier virage de cette émission, l'autre journal numéro 93 de cette semaine. Nous allons aborder maintenant le dernier sujet, le sujet relatif à l'éducation, à la crise que nous connaissons dans l'enseignement. Nous en avons beaucoup parlé sur ce plateau. Nos invités sont également là pour en parler. Ambroise, et voilà, Kokoroko et les syndicats des enseignants du Togo, ça ne passe plus. Le torchon brûle depuis quelques temps. Kokoroko, comme on le connaît, il veut passer par la force. Bon, le secteur de l'enseignement a toujours été un monde chaud bouillant, même avant l'arrivée de Kokoroko à ce ministère-là. Et je crois que c'est justement pour cette raison que Faure Gnassingbé a placé Kokoroko là-bas, parce que Kokoroko, ses amis l'appellent l'homme, enfin, une crâne brûlée. Voilà, parce que voilà, Kokoroko, c'est la formule du bâton impitoyable. C'est pour cela que Kokoroko a été placé là-bas. Malheureusement, vous savez, les enseignants ont ceci de particulier. Du moins, le monde syndical, c'est un monde où la force brute ne prospère pas toujours. La preuve, lorsque la FESEN a lancé son mot d'ordre de grève début novembre, Kokoroko a sorti une note très rapidement sur un coup de colère. Il a démis de leur fonction 1400 directeurs d'établissement. Mais aujourd'hui, on note une espèce de rétro-pédalage. On nous dira, oui, ce ne sont pas tous les enseignants et que c'est parce que ces directeurs-là auraient apporté la preuve qu'ils n'ont pas participé au mouvement de grève. Mais on sait tous que, et moi je l'avais dit, lorsque Kokoroko a pris cette décision, j'ai dit, mais ce monsieur est en train de se mettre un doigt dans l'œil. Parce que, politiquement, la décision qu'il a prise, ça peut avoir des répercussions assez importantes. D'abord, contre lui-même. C'est ce qu'on voit. Ensuite, contre celui qu'il prétend servir. Parce que nous sommes dans un pays, et pour la plupart des pays africains d'ailleurs, où les enseignants et surtout les directeurs d'écoles publiques plutôt, jouent un grand rôle en matière politique. Pour les élections, par exemple, on sait le rôle que jouent la plupart de ces directeurs-là. Donc, Kokoroko ne peut pas se permettre de les démettre comme ça de leurs fonctions. Et même sur le plan administratif, ça pose un problème. Parce que le problème que ça pose, c'est quoi? Si vous êtes un chef, avant de prendre une telle décision, sanctionnant 1400 fonctionnaires du secteur de l'enseignement, ça suppose que vous avez fait tous les recoupements et que vous vous êtes assuré que ceux que vous avez sanctionnés ont effectivement pris part à la grève. Vous ne l'avez pas fait. Et c'est après que vous tournez Kazakh. Ça veut dire que c'est la preuve irréfragable de la gestion par les humeurs et par les tâtonnements. Et je crois avoir écrit un article au début en disant que même, il y a une sagesse togolaise qui nous enseigne que même quand on a raison, on ne peut pas se permettre de danser avec une machette à la main. Les risques que l'on se blesse ou que l'on blesse les autres sont assez énormes. À force de vouloir imposer le respect, à force de vouloir montrer que les enseignants ne seraient que des moucherons, Kokoroko a fini par faire de cette affaire de la grève des enseignants une affaire d'État, pour ne pas dire une affaire qui va même au-delà de l'État. Aujourd'hui, il est devant le fait accompli. Dieu seul sait ce qui s'est passé derrière pour que Kokoroko soit obligé finalement de prendre cette décision-là pour se dédire et réhabiliter dans leur bon droit ces enseignants-là. C'est vrai, Kokoroko, on a vu les résultats de son leadership au niveau de l'université de Lomé, parce qu'aujourd'hui, bon, pour ceux qui ont connu l'université de Lomé au début des années 2000, je parle pour ma génération. Aujourd'hui, quand vous retournez à l'université, vous voyez tout ce qui se passe. Kokoroko a quand même transformé le visage de l'université. Quand je dis Kokoroko a transformé, ce n'est pas avec l'argent de Kokoroko que l'université a été transformée. Ça, c'est vrai. Mais il a fallu un homme comme Kokoroko, parce que la question, c'est de savoir l'argent qui a servi à transformer le visage de l'université. D'où Kokoroko l'a-t-il trouvé? Où Kokoroko l'a-t-il trouvé? Cet argent-là n'existait-il pas avant l'arrivée de Kokoroko? Les prédécesseurs de Kokoroko, pourquoi n'avaient jamais-ils pu faire ce que lui a fait? Donc, en quelque sorte, Kokoroko a un leadership qu'il a su imprimer à l'université de Lomé. Mais malheureusement, Kokoroko est venu dans un monde, le monde des enseignants, qu'il a confondu malheureusement avec le monde des étudiants. Vous savez, les étudiants, je ne vais pas leur faire l'offense pour dire que ce sont des enfants, non. Mais les enseignants, ce sont des responsables, des pères de famille avant tout. Donc Kokoroko ne peut pas venir parler aux enseignants comme s'il parlait
à ces étudiants dans une faculté, dans un amphi, je ne sais pas, la fac de droit ou je ne sais pas quoi. Vous voyez? Donc, avec les enseignants, il faut faire extrêmement attention. La question enseignante est si sensible et si subtile qu'on ne peut pas se permettre de traiter les enseignants comme on traiterait ces garçons de course, ces valets. Aujourd'hui, je crois que Kokoroko devra tirer les enseignements de ce rétropédalage-là et à l'avenir, je crois qu'il fera beaucoup attention et réfléchir par cette fois avant de prendre une telle décision. Je ne pense même pas qu'il pourra prendre cette décision encore une fois. Voilà, justement. Merci beaucoup, Mourad. Luc, le conflit tourne autour d'une revendication, la gratification personnelle des enseignants. Oui. Et que ce soit Kokoroko ou, comment il s'appelle, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, ils disent qu'une promesse n'est pas un droit pour les enseignants. Non, vous savez, lorsqu'on est pris en situation difficile, il faut argumenter, il faut raisonner. On comprend et puis bon, on leur concède cela. Seulement voilà, supposons que ce n'est pas un droit. Mais que font-ils alors de ce qu'on appelle la parole donnée? C'est-à-dire que vous êtes en face des partenaires. Je considère toujours les enseignants comme des partenaires du ministre de l'Éducation. Vous leur promettez en tant que leur leader, que telle chose sera faite sur un temps donné. Vous constatez en cours de parcours que vous n'en êtes pas capable. Qu'est-ce que vous faites, logiquement? Au lieu d'attendre que les gens soient exaspérés au point de décréter une grève, qu'elle soit légale ou illégale, vous devez pouvoir anticiper. On peut considérer que le ministre Doji Gogorko est venu hériter de cette situation-là. Dès lors qu'il arrive, tout directeur ou tout responsable, lorsqu'il arrive dans un département, il fait d'abord l'état des lieux. Et ensuite, il est venu avec une vision, parce qu'avant qu'on le nomme, il a dû discuter des contours et d'une feuille de route. Je crois savoir que nos ministres, à un moment donné, ont signé un engagement avec des feuilles de route qui sont clairement définies. Cette feuille de route est définie entre le ministre, son premier ministre et le président de la République, éventuellement. Or, celui qui doit dérouler la feuille de route, celui qui doit permettre la mise en œuvre de la feuille de route, ce sont les acteurs du terrain. On est d'accord? Oui. Comment ces acteurs-là peuvent-ils se mouler dans la dynamique de votre vision si vous ne leur transmettez pas cette vision? Est-ce que vous avez appris lorsqu'il a pris fonction? C'est pareil pour tous les ministres. Que le ministre Kokoroko a eu un contact direct avec l'ensemble des enseignants du Togo. Est-ce qu'il a fait une tournée? Est-ce qu'il a communiqué de façon claire la vision qui est la sienne, ce qu'il attend des enseignants, ce qu'il est capable de donner et ce qui doit être considéré comme le résultat à court, à moyen et à long terme? Non, justement, c'est là où il y a problème. Le problème, moi je l'ai toujours dénoncé, je crois que beaucoup de communicateurs l'ont vu, il y a une défaillance de communication dans la gouvernance actuelle de notre pays. Les gens font comme si ils détiennent la science infuse, tous les moyens, et ils ne font que faire des cadeaux, des faveurs, et ils ne font que pousser des gens à l'action. C'est pas vrai. En réalité, pour que tu puisses réussir une mission qui t'a été confiée, il faut savoir que c'est avec les acteurs, avec la complicité et l'adhésion pleine et entière des acteurs. Je parle pour le secteur de l'éducation, c'est vrai, mais c'est pareil pour la gouvernance générale d'un État. Parce que si le peuple ne se retrouve pas en ce que vous faites, quelle que soit la pertinence de vos actions, vous n'allez pas réussir. Parce que ce n'est pas le président de la République qui va aller prendre la craie à Djarmanga ou à Pia ou à Pita pour passer un cours. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le premier ministre qui va aller injecter des seringues à des gens. Donc ça veut dire qu'il y a des actes. C'est pour ça que l'État est structuré de façon pyramidale. Et donc le message doit pouvoir passer. Et dans la gouvernance, lorsque vous voyez des difficultés, ou même vous n'en avez pas, il faut manifester une certaine forme d'empathie. C'est-à-dire, il faut montrer à l'acteur qu'il compte dans le schéma que vous définissez et dans le résultat que vous attendez. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça là a manqué, mais le comble avec le secteur de l'éducation, c'est que c'est là où se fabrique la pépinière de l'intelligentsia du pays. Et donc, celui qui est chargé de
professer la connaissance, d'infuser le savoir aux enfants, il a besoin d'un certain nombre de conditions minimales. Il a besoin d'un équilibre émotionnel, d'une assurance pour pouvoir refléter l'image de celui qui est digne de pouvoir donner de l'information, de la connaissance à des gens qui aspirent à se construire demain. Donc, je suis un peu choqué toutes les fois où je vois des mesures fortes, brutales, qui sont utilisées à l'égard des enseignants dont la mission est de préparer l'intelligentsia, le monde intellectuel et de faire en sorte que toute la vision du pays puisse être portée par la base. Donc, à ces gens-là, vous êtes obligés d'adresser le message en toute responsabilité, de manière qu'ils se sentent véritablement concernés et même qu'ils puissent s'approprier votre vision. Là, une fois qu'ils savent que vous comptez sur eux, ils ne seront pas aussi exigeants que lorsque vous les traitez avec condescendance, comme si c'était de vulgaires gamins, et ils vont vous rappeler qu'en fait, sans eux, vous n'êtes pas là. On est d'accord. Donc, je pense que c'est cette réalité-là qui est. Et puis, donc, l'autre problème, c'est les sauts d'humeur. Je crois que Ambroise l'a dit. La gouvernance s'appuie fondamentalement sur les lois de la République. D'accord? Alors, lorsque vous prévenez des gens que la grève que vous êtes en train de mener est illicite, elle est illégale, donc si vous la menez, il y a des conséquences. D'accord. Supposons qu'ils ont enfreint à la loi. Vous êtes obligé, vous, d'appliquer la loi. Et sinon, vous devenez les mêmes. Mais quelle est la loi? Quel est l'article que le ministre des enseignements primaires, secondaires et de l'enseignement et tout ça a visé en démettant les directeurs de leur poste? Moi, je m'étais dit que c'était juste une décision discrétionnaire. Mais lorsqu'il va expliquer que c'est des sanctions, pour sanctionner quelqu'un, il faut viser un article. Soit du statut général de l'administration de la fonction publique, soit de la Constitution. Mais en tout cas, il faut viser un article. Et puis, il y a ce qu'on appelle la gradation des sanctions. Lorsque dans l'administration, quelqu'un commet une infraction ou commet un délit ou quoi que ce soit, il y a toutes les dispositions qui sont prises. Soit vous faites une mise en demeure, soit il y a du blâme, soit avant de prendre la mesure extrême. Alors, est-ce que cette procédure a été respectée? Je respecte les diplômes de M. Kokoroko, qui est un agrégé de droit. Et donc, en tant que tel, il ne peut qu'être un modèle en matière d'application des lois de la République. Il est censé être un modèle. C'est clair. Donc, s'il ne l'est pas, moi, ça me cause un problème parce qu'on ne peut pas rester sur les sauts d'humeur pour gouverner des gens. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la connaissance se répand un peu partout. Il suffit d'un minimum de curiosité. Vous avez la connaissance dans votre poche, même quand vous êtes dans votre chambre. Donc, il va falloir que ceux qui nous gouvernent se disent cela, qu'il y a des gens qui connaissent, qui ont de la connaissance. Et donc, il faut compter avec eux et leur parler avec respect. Autrement, ils seront dénudés à la place publique. Et je suis désolé pour lui parce que, comme il a dit, je pense qu'il a des résultats quand même au niveau de l'université. Et donc, il devait pouvoir avoir des résultats dans le monde éducatif dans son ensemble. Et je considère que c'est sur cette base que le président de la République a investi autant de confiance en lui pour lui donner tout l'ensemble du secteur éducatif togolais, y compris l'artisanat, la recherche scientifique, etc. Donc, ça veut dire que c'est du lourd. Il est obligé de prendre de la hauteur, de s'élever pour éviter de prendre des décisions hasardeuses qui vont fragiliser, lui, sa crédibilité et même sa légitimité de leader. Je considère, comme il l'a dit, qu'à partir de tout ce qui est arrivé, il va savoir prendre du recul pour être un vrai manager et même à la limite un leader. C'est ce qu'on lui souhaite, bien entendu. Oui, merci beaucoup, Luc. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU.
Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. Ambroise, ce qu'on ne comprend pas, et la question, c'est toutes les lèvres, ça fait quand même plusieurs années que cela dure dans le secteur de l'éducation. Ces problèmes, c'est les mêmes problèmes qui reviennent, les mêmes revendications qui sont portées par les syndicats des enseignants. Et en 2012, cela a coûté la vie à 2 enfants, 2 jeunes élèves. Touti Sinandare et Anselme. Voilà, justement. Sinaleng. Et aujourd'hui, en 2021, les mêmes problèmes se répètent. Oui. Pourquoi est-ce que ça persiste si le gouvernement ne résout pas? La réponse à cette question, elle est très simple. Et je crois que c'est ce qui a constitué même la trame de fond de tout ce que nous avons dit depuis le début jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est une gouvernance qui est basée sur... disons, c'est un pouvoir qui est basé sur une gouvernance de courte vue. On ne va pas les choses loin, on n'a pas de vision. On se dit, bon, vous savez, avec les enseignants, ils vont manifester, mais on va brandir le gros bâton, ils vont se taire, ou alors on va ouvrir un dialogue avec eux, et après, bon, on va leur faire une promesse pour les calmer le temps que l'année scolaire se poursuive. Et lorsqu'ils reviendront, ces enseignants, pour réclamer l'application de la promesse, ou qu'on tienne la promesse, on leur dira, mais une promesse, ce n'est qu'une promesse. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas la loi qui le dit. Donc c'est le gouvernement n'est pas obligé de vous accorder ce qu'il a promis. Or, ce que le gouvernement oublie, et lui qui l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en politique le respect de la parole donnée. Même si politique et morale, parfois, ne font pas bon ménage, en principe, la morale devrait être le soubassement, le ciment même de la politique en Afrique. Parce que vous ne pouvez pas promettre aux gens, et pas n'importe qui, des enseignants, qui forment l'élite de demain. Vous leur promettez, c'est sur combien porte c'est combien même la gratification en question. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. 2 milliards. Voilà, pour chaque enseignant par exemple, pour un enseignant, ce n'est pas grand-chose. Mais quand vous leur promettez, mais tenez votre promesse. Mais on considère que non, les autres Togolais, c'est une jungle, nous on est les lions. Les autres Togolais, y compris les enseignants, les médecins, les infirmiers, tous les autres corps de métier au Togo, ce sont les gibiers sur qui on peut marcher comme bon nous semble. Donc, quand on leur fait la promesse, on n'est pas obligé de le faire. Tout à l'heure, quand mon confrère parlait il disait, on ne peut pas, développer un pays où le ministre Kokoroko, par exemple, ne peut pas implémenter la vision qui est la sienne en venant à la tête de ce ministère-là, sans les acteurs que sont les enseignants. Moi, je dirais même plus loin en disant, les enseignants et le gouvernement sont ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Comment est-ce que vous pouvez prendre une telle décision? D'abord, parler aux enseignants avec autant de suffisance, autant de condescendance, alors que vous savez que derrière cela, il y a un cadre de dialogue, un cadre de discussion au sein duquel vous allez pouvoir vous retrouver pour discuter. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est pareil pour l'enseignement. C'est pareil pour le secteur de la santé. Et il y a certains dans ce pays qui nous ont toujours dit que non, tout va bien comme Alice au pays des merveilles dans le secteur de la santé. Ils nous ont dit cela. Ils nous ont dit que non, les médecins ou le personnel du corps enseignant, c'est une bande qui est manipulée par l'opposition. Et pour moi, quand on dit ça, c'est une insulte à l'intelligence de ces Togolais-là qui sont allés à l'école, les enseignants qui, pour avoir un bac plus 7, qui, pour avoir un bac plus 8, bac plus 9, bac plus 11, ça dépend, bac plus, bac plus, bac plus. Donc, vous pensez que les enseignants, les médecins, pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail, pour revendiquer l'humanisation de leur travail et de leur vie, ils ont besoin d'être manipulés par une opposition? Je ne comprends pas. Donc, simplement, quand on se dit le pouvoir, on a un droit absolu là-dessus et on n'a pas de compte à rendre aux autres Togolais que nous gouvernons, on ne peut assister qu'à des choses comme ça. Et je suis désolé de le dire, le monde des enseignants, c'est un volcan en perpétuelle ébullition. On a beau sanctionner 1400 directeurs, encore que, bon, entre-temps, on les a réhabilités, montrant la preuve que soi-même, on n'est pas... En tout cas, c'est la preuve d'une volonté de puissance mal assumée de la part de Kokoroko. Et ça va revenir. Ne pensez pas que ça va finir comme ça.
la FESEN ne va pas fléchir. Je crois que le thème même le thème même c'est, vous avez dit, les enseignants n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et oui, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. L'année scolaire peut-être, ou le premier trimestre, c'est bien terminé, ou va bien se terminer très bientôt parce qu'on est à l'approche des fêtes de fin d'année. Bientôt le second semestre et le dernier trimestre. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis après, c'est l'éternel recommencement. Non, je crois qu'à un moment donné que le pouvoir ou le gouvernement doit s'asseoir et se dire non, il faut qu'on règle ce problème une fois pour toutes. Et pour régler ce problème-là, il faut regarder les enseignants en face, les considérer comme des partenaires et non comme des valets, et non comme des garçons de course à qui on peut donner des ordres comme on veut, discuter avec eux pour se dire, je vais raconter une petite anecdote très rapidement. Il y a une école ici au Togo où la scène, mais vraiment, elle est, je dirais, hallucinante. 3 enseignants d'un lycée qui se partagent une boîte de craie blanche. 3 enseignants qui se partagent une boîte de craie blanche. Est-ce que vous savez que dans ce Lomé, la capitale du Togo, il y a présentement un lycée qui manque de 4 professeurs de français. Et on est obligé de faire avec des professeurs de droit, des professeurs d'histoire, qui sont obligés de se transformer par moment en professeurs de français. Mais les problèmes du secteur de l'éducation sont réels au Togo. Pourquoi est-ce qu'on ne les règle pas de façon définitive? Non, je crois que le ministre Bahara, qui a toujours été considéré comme l'éternel incendiaire, l'éternel pyromane, sur ce coup-là, il a plutôt fait montre d'une intelligence remarquable. Vous avez vu la note qu'il a sortie? Il a appelé tous les acteurs au calme et puis après, c'est Kokoroko qui s'est installé dans le mauvais rôle. Et aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Il faut régler ce problème-là en considérant les enseignants comme des partenaires et non comme des boys, comme on dit. Non, mais je voulais juste ajouter 2 ou 3 choses rapidement. Le premier principe qui caractérise le monde éducatif en ce qui concerne la transmission de la connaissance, c'est la pédagogie. Ouais. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la manière de procéder pour faire passer une information, c'est là-bas qu'on apprend ça. Et c'est pour ça qu'on parle de pédagogie. Comment alors les dirigeants de ce secteur qui sont de surcroît des enseignants, peuvent manquer dans leur mécanisme de gouvernance de ce secteur cet élément essentiel qui est la pédagogie pour pouvoir faire passer les gens et l'information et gouverner les gens. C'est un problème. Tout le monde comprend que la survenue de Covid a percuté pas mal de plans. Des économies, ça a effondré beaucoup de choses. C'est un chamboulement. On est d'accord. Personne ne conteste cela. Mais cela n'empêche pas un enseignant de revendiquer les meilleures conditions de travail. Cela n'empêche pas un médecin de dire, bon, mais écoutez, ça ne va pas par ici, essayez de régler ça. C'est vous, les dirigeants, qui détenez le grenier de l'État, qui devez avoir le message qu'il faut, autant qu'il faut, pour que vous puissiez persuader les gens et les déterminer à l'action, malgré le fait que vous n'avez pas été en mesure d'honorer vos engagements. Encore une fois, le principe de l'anticipation revient. Il ne faut pas attendre que les gens soient aussi révoltés pour que vous disiez, mais écoutez, si vous faites, on va vous frapper. Comme on le fait à des enfants. Aujourd'hui, même on interdit qu'on frappe les enfants, qu'il faut les élever dans la douceur, avec la pédagogie, la méthode, de telle manière à les rendre florissants. Parce que toutes les fois où vous utilisez la force brute, vous brutalisez le mécanisme de fonctionnement même de l'enfant. Et donc, du coup, il évolue avec une certaine peur qui l'empêche de se lâcher. Je suis étonné qu'au sommet de l'État, qu'on puisse proclamer l'usage de la peur comme un moyen pour redresser tout un peuple qui contient des gens dont la connaissance dépasse par moment, ou pour certains, ceux qui sont en train de nous diriger. Je rappelle en effet que être dirigeant, ce n'est pas la suite d'un concours. Quand on nomme ministre, ce n'est pas que tu as fait preuve d'un dépassement ou d'une affirmation des compétences qui sont hors d'usage de ceux-là que tu es censé gouverner. Donc c'est une question d'opportunité. Et lorsque tu y es, il ne faut pas piquer la grosse tête et penser qu'à partir du moment où tu es là et que tu as des diplômes, donc tu es le meilleur. Non, ce n'est pas un diplôme. Non. Donc c'est quand tu es à ce piédestal-là que tu te fais le plus petit.
mais tout en sachant très bien où est-ce que tu es en train d'aller avec les gens que tu es appelé à conduire. Parce qu'en réalité, au bout, c'est quoi? C'est ton résultat qui compte. Donc, ce n'est pas de nous dire que tu es grand. Le grand, c'est les gens, c'est ceux-là qu'il est en train de diriger qui vont voir en lui la grandeur et qui l'exaltent. Mais quand lui-même lui dit, ah ben non, mais moi tu prends des mesures condescendantes avec une brutalité, mais à un moment donné, tu deviens ridicule parce qu'il y a des gens qui vont te rappeler qu'en réalité, tu n'es pas invulnérable. Voyez-vous? Donc, c'est ça ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission et il ne me reste qu'à demander à Ambroise un dernier mot pour cette émission. Oh, un dernier mot pour dire, moi la question des enseignants, elle m'est chère parce que j'ai beaucoup comment dire ça, beaucoup d'amis enseignants qui me rapportent souvent leur vécu quotidien, que c'est difficile d'être enseignant au Togo, il faut reconnaître. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que les enseignants de 2021 soient dans les mêmes conditions que ceux de 90 par exemple, ou de 95 ou de 2000 ou de 2010. C'est vrai, il y a eu une certaine amélioration à quelques égards, mais vous savez, après tout, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Parce que si à chaque fois, l'année scolaire doit être bouleversée du fait justement de ces grèves-là, qui sont elles-mêmes la conséquence directe du pilotage à vue au niveau du sommet de l'État, vous imaginez un peu les enfants, les leaders de demain qu'on est en train de façonner aujourd'hui. Et quand, Luc l'a rappelé tout à l'heure, quand les enseignants qui doivent former la pépinière de l'intelligentsia togolaise de demain, on doit les traiter avec autant de peur, parce qu'il semble que la gouvernance actuelle soit basée sur la peur et la terreur. Il semble aussi qu'entre-temps, on est passé par la phase de sensibilisation et que Covid oblige, il faut procéder maintenant par la peur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est madame le Premier ministre herself qui l'a dit. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder et comprendre que dans n'importe quel pays, les enseignants ne peuvent être considérés comme des sous-fifres ou des sous-hommes. Les enseignants, c'est eux qui ont formé, ou ce sont eux qui forment les élites du pays, les officiers supérieurs de l'armée, les journalistes que nous sommes, nous avons été formés par des enseignants, les cadres de banque, même ceux qui nous dirigent sont passés par des enseignants. Donc, vous ne pouvez pas traiter ceux-là avec autant de mépris, autant de dédain. C'est très important. Et je crois que le ministre Kokoroko doit avoir compris la leçon à travers ce qui s'est passé, à travers ce rétropédalage. Certains pensent que non, en réalité, il a entendu raison et que c'est une preuve d'humilité. Non, pour moi, ce n'est pas une preuve d'humilité. Non, ce n'est pas une preuve d'humilité. Quand on est un responsable à ce niveau-là, on ne peut pas prendre des décisions avec autant de légèreté. On ne peut pas prendre des décisions avec autant, je dirais, de passion et d'émotion. Il faut sortir du pathos et faire appliquer la loi. Et pour terminer, je dirais simplement que c'est en droit qu'on enseigne ce qu'on appelle la sociologie juridique. Vous ne pouvez pas, sous le prétexte que la liberté, c'est le droit de faire ce que les lois permettent, on ne peut pas tout régler avec du pur juridisme. Je donne un exemple tout simplement. Lorsque votre voisin sort avec votre femme et que vous l'amenez devant le juge ne dira pas, oui, parce que dans notre pays, la loi ne punit pas le fait que vous soyez coquifié. Et donc, le juge va laisser celui qui vous a coquifié partir comme ça. En le faisant, le juge est en train non seulement de l'exposer au danger parce que vous pourrez le tuer en cours de route, mais le juge est en train de créer un problème de société. C'est pour cela qu'on ne peut pas appliquer le droit dans son intégralité sans tenir compte des réalités sociales. C'est très important. Même si la loi permet au professeur Kokoroko, en tant que ministre, dans son pouvoir discrétionnaire, de sanctionner les enseignants, il aurait quand même pu comprendre que ce sont des personnes responsables après tout et que, comme Luc l'a dit, par gradation des sanctions, il y a des préalables à faire avant de prendre cette sanction-là ou cette mesure-là pour ne pas se montrer ridicule à la fin en faisant un rétropédalage. Merci beaucoup, Ambroise. Je me corrige, hein, ce n'est pas ton dernier mot, parce que c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. Si le dernier mot, je le Non, mais je vais balayer très rapidement le petit sujet qu'on a eu. Sur cette question des droits de l'homme, je pense qu'on a suffisamment développé. Il faut que les gens comprennent que véritablement, ils ont intérêt à promouvoir les droits de l'homme parce que c'est à partir de là que le peuple lui-même s'épanouit et peut contribuer véritablement à créer la richesse du pays. Donc,
Quand vous prenez un peu cette question des prisons, aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent en prison qui n'avaient jamais rêvé qu'ils allaient se retrouver en prison. Alpha Condé, jusqu'à la veille de son redressement, était convaincu qu'il avait la situation en main, mais finalement, il s'est retrouvé en prison. Donc, veillez à avoir les conditions saines pour les détenus, les gérer avec beaucoup de responsabilités, en respectant leurs droits, c'est aussi faire preuve d'intelligence. Quant à ce qui concerne cette question de l'éducation, je pense qu'on a développé avec emphase tous ces éléments-là. Tout ce que nous disons ici vise quoi? Une réorganisation sociale, un creuset national qui fait que chaque citoyen, dès lors qu'il est étiqueté comme tel, puisse se sentir à l'aise et se faire valoir en fonction de ses compétences, de ses capacités, etc. Nous voulons nous retrouver, bien entendu, en ceux qui nous dirigent. Qu'ils aient été légitimes hier ou pas, ou aujourd'hui ou non, dès lors qu'ils sont là-bas, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des devoirs, qu'ils ont un devoir de redevabilité vis-à-vis des citoyens. Et que c'est en élevant le peuple que eux-mêmes ils s'élèvent. Donc, toutes les fois qu'ils prendront des décisions, il faut qu'ils se demandent, est-ce que ce que nous sommes en train de faire vise à creuser un creuset national, à créer un creuset national, à créer un État-nation, à faire en sorte que chaque citoyen puisse se retrouver en ce que nous faisons. C'est tout ce que nous visons. Sinon, est-ce que tu veux être président de la République? Non, nous voulons tout simplement être des citoyens libres où quand tu es compétent, tu puisses jouir de ta compétence. Tu n'as pas besoin d'aller à la gouvernance, tu n'as pas besoin d'être nommé ministre, mais que l'espace d'expression de ton être soit sain et que tu te sentes un individu, un être humain à part entière, de qui on attend l'expression de ton intelligence et de tes compétences. Voilà ce que je peux dire. Merci messieurs. Point final à cette mission. Je rappelle que nous étions avec Ambroise Dagnon, il est le directeur de publication du journal L'Expression. C'est bien cela. Ambroise, merci d'être passé. C'est moi et ça a été un plaisir. Et également... son journal s'exprime très bien aussi. Ah vraiment, L'Expression. Je suis flatté, hein. Je suis honoré. Également avec Luc Abaki, il est journaliste, chroniqueur, analyste politique. Luc, merci d'être passé. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci également à vous, merci au chef technicien Marc Azangba, merci à Henri Bassakbor, voilà, et merci aux stagiaires dont j'oublie un peu le nom. Voilà, messieurs, nous sommes journalistes. Ce que nous disons aussi ici, nous ne sommes contre personne ni un individu. Nous dénonçons les travers d'un système, animé par des hommes, un système qui ne permet pas au peuple togolais de s'épanouir. Ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse avoir accès au partage des richesses de ce pays. Merci, à la semaine prochaine.